Non, On peut se le dire, on fait de la socio, puis on... C'était parce que ça faisait plus sérieux politologue que sociologue. Mais... Puis tu vas-tu parler dans ton micro? Ça, là, vous assistez au ton de nos discussions pré-enregistrement, là, ça ressemble à ça, là. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, Jean-François Sénéchal. Cette semaine, dans cet épisode, un enregistrement devant public. Vous le savez, là, j'en avais parlé un petit peu dans le podcast. On a fait un enregistrement devant public. Ça se passait ici à l'Université Laval, à la salle Argus de la bibliothèque de l'Université Laval, donc en plein centre du campus. C'est normal qu'on se retrouve en plein centre du campus pour discuter de tous ces beaux thèmes qui gravitent autour de l'intelligence artificielle. C'était le 9 octobre 2025. On a fait un beau caout. J'ai fait un petit montage là, pour éviter les retards. C'est un caout devant public. Donc, des fois, il y a des petits temps d'attente, tout ça. J'ai coupé un peu pour vous garder l'essentiel. Je vous invite à faire l'exercice vous-même, essayer de répondre aux questions qu'on a posées à ce public. C'est pas des questions difficiles, évidemment. Le but, c'était de résumer un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe en IA? L'exposition en tant que telle visait la vulgarisation. Donc, on a pris ce ton-là aussi, essayer d'aller plus large, grappiller dans tous les champs de l'IA pour voir à quel point l'IA s'était immiscée dans notre quotidien. Donc, je vous invite à faire l'exercice, répondre aux questions, puis surtout écouter les commentaires de mes baristillas autour de ça. Une bien belle journée, un bien beau midi en très charmante compagnie. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue, passionnés d'intelligence artificielle. Je serai votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof d'éthique chargé d'enseignement à l'Université Laval. Et c'est moi qui animerai pour vous ce quiz. Ma femme dit quiz. Comment le prononcer? On va y aller pour quiz aujourd'hui. C'est ça qui vous avait été promis. Un beau petit caout, un quiz caout. J'espère que vous allez aimer. Je sais qu'on dit caout, il y en a plusieurs qui sont déjà nerveux, là, mais c'est là où on s'en va. Quelques mots peut-être sur notre podcast. Il y en a quelques-uns qui le connaissent. IA Café, c'est une entreprise d'enquête sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a 5 ans, on savait bien, dans mon cas, bien peu de choses, l'intelligence artificielle, mais j'étais un prof d'éthique, donc habituellement, je m'intéresse à socio-éthique des technologies. Puis je me dis, l'intelligence artificielle, il y a du financement là, puis ça commence à bouger. On va s'y intéresser, mais comment le faire? On va aller rencontrer les experts du milieu. Et on est rendu à 120 épisodes, donc ça avance, 50 entrevues, 50 personnes qui ont accepté de nous rencontrer au micro, discuter, essayer d'expliquer c'est quoi qu'ils font en intelligence artificielle, parce qu'il y en a plusieurs que c'est ça, dans des champs complexes, à des niveaux complexes. Donc, 120 épisodes, 50 entrevues, puis des entrevues dans tous les champs, donc sociaux, informatiques, politiques, éthique, droit, sciences des données, des experts de toutes sortes. Puis, on essaye de se comprendre, parce que c'est ça aussi le défi, là, je dirais, là, se comprendre entre des champs d'expertise distincts. Aujourd'hui, avec moi, parmi ces experts, il y en a 2 qui sont avec nous aujourd'hui. Politologue, je vais finir par le dire. Sylvain Munger est avec nous. Comment ça va, Sylvain? Ça va super bien. Bienvenue à ton caout. Est-ce que tu connaissais un caout? Absolument pas. Absolument pas. Donc, c'est sûr que tu n'aurais pas gagné. Tu connais pas un caout? De toute façon, je gagne jamais rien dans ce genre de quiz-là, donc ce ne sera pas une nouveauté. Bon, aussi bien parmi ceux qui posent les questions que ceux qui répondent. La deuxième, statisticienne, experte de la science des données, Véronique Tremblay est avec nous. Comment ça va, Véro? Très bien, Jean-François. Merci d'être là. Un caout, tu avais déjà fait ça, toi?
Non, mais je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Bon, on va le tester. Vous allez voir, très amusant. Il y a des tunes tout à fait enthousiasmantes qui accompagnent. On va voir si on les entend. Peut-être pas à l'enregistrement, mais vous, ici, vous allez les entendre. Et vous aurez remarqué la présence d'une troisième invitée. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous recevons celle qui est responsable du déploiement de l'exposition à l'heure de l'IA. Et j'imagine que vous avez vu ça, là, c'est tout juste à l'extérieur. On voit la journée d'une personne avec différentes stations là, où on suit une personne à chaque heure presque de sa journée, puis on essaie de voir dans quelle mesure l'intelligence artificielle s'est intégrée, peut-être à son insu, dans sa vie. Parle-nous un peu de l'expo, Julie. Oui, en fait, l'exposition de l'IA vise à sensibiliser les gens sur la présence de l'IA dans leur vie. Alors, c'est justement la trame narrative qu'on a utilisée. On suit 8 personnages qui entrent en contact de manière volontaire ou non avec l'intelligence artificielle. Et chaque module, chaque personnage, on décortique un peu c'est quoi la technologie. Et on a développé des questions pour vous inviter à réfléchir à ces technologies-là avec les experts de l'IA. Alors, c'est vraiment une exposition qui vous permet de découvrir certaines technologies qu'on croise quotidiennement et qui vous invite à réfléchir sur leur utilisation, leur développement. Et on boucle chaque petite mise en situation avec un principe éthique que l'on juge important à considérer quand on développe ou utilise l'IA. Tu m'as surpris. Tu es en train de prendre une gorgée d'eau. Mon timing était bon. On est prêt. C'est un caout. La formule est simple pour celles et ceux qui ne savent pas trop c'est quoi un caout. On vous pose des questions. Ça va être affiché à l'écran. Il y aura 4 choix de réponses. On choisit la réponse le plus vite possible. Ça donne la bonne réponse donne des points. Puis le temps aussi des réponses donne des points. Donc, on va lancer le caout. Il va falloir commencer par se brancher. Donc, je le lance. J'ai mis un caout halloweenesque pour l'ambiance. D'ici à ce que tout le monde soit branché, je vous rappelle qu'il y aura un seul gagnant à la fin du caout. Et le gagnant va se mériter un prix. C'est la première fois que je donne un prix. Le prix, c'est un jeu de société. Ça s'appelle Dilemme Express. C'est un jeu de société tout à fait de circonstance. Comment on dit ça? Un jeu de party de dilemmes moraux déchirants. C'est tout à fait moi, ça. Un jeu de party, on dirait une définition de ce que je fais de mes soirées. Un jeu de party de dilemmes moraux déchirants. Donc voilà, ce sera à vous. Ça s'appelle Dilemme Express. D'une valeur de, je sais pas, 40-50 $. C'est toujours très cher, ces jeux-là. OK, on est prêt? On va poser les questions, mais entre chaque question, on va en profiter pour commenter, dire quelques mots sur le thème en question. Peut-être avec Julie, faire des liens avec l'exposition. Donc, merci de votre patience. Je sais qu'il va y avoir de l'angoisse à attendre la prochaine question, là, mais on va y aller de cette façon-là. C'est prêt? Dans 3, 2, 1... C'est parti. Première question du quiz IA Café à l'heure de l'IA. Quelles caractéristiques s'appliquent à un système d'intelligence artificielle? Il fonctionne uniquement avec des robots. Deuxième option, il peut apprendre à partir d'immenses quantités de données. 3. Il est programmé de manière fixe et arrêté. Ou 4. Il est capable de ressentir des émotions. La bonne réponse, il peut apprendre à partir d'immenses quantités de données. J'ai envie parlant de données, de me tourner vers mon experte des sciences des données, Véro. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que tu peux me valider ça? Là? C'est vrai tout ça. C'est un peu facile ta question, Jean-François, mais elle me donne l'occasion quand même de parler encore de l'idée là, il est capable de ressentir des émotions, là. Hey, s'il vous plaît, là, on arrête avec ça, OK? Je veux dire, ressentir une émotion, là. Il y a quelque chose de physiologique. Ressentir à une émotion, il y a quelque chose de physique, on le sent. Un algorithme d'intelligence artificielle, c'est une grosse formule mathématique. Ça ne ressent pas d'émotion, d'accord? Non. Ça imite des réactions, mais ça ne ressent pas d'émotion. Donc, celui-là, on arrête avec ça, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, arrêtons. OK. Hein.
Ensuite de ça, il est programmé de manière fixe et arrêtée. Donc ici, c'est pas moi qui ai écrit la question, mais probablement qu'on réfère à l'idée que ce sont pas des modèles qui sont déterministes, ok? Ce sont des modèles qu'on va dire probabilistes souvent. Puis je vais en profiter pour répondre à une question que plusieurs personnes me posent, qui me disent « Oui, mais Véronique, quand on rentre des données dans un modèle, il nous donne toujours le même résultat. » Ah ouais. Donc, effectivement, pour certains modèles, pas tous, là, mais pour certains modèles, pour un modèle de régression, si on rentre toujours la même donnée dedans, il va toujours prédire la même chose. OK? Ce qui est probabiliste là-dedans, c'est pas ça. Ce qui est probabiliste, c'est l'erreur autour de la réponse qu'il va donner. Ah oui. Ça, c'est l'élément aléatoire, en fait. Fait que c'est pas le résultat comme Mais c'est pas tel. une erreur, il hallucine. Ah ben oui, c'est vrai, je m'excuse. J'avais oublié la nouvelle mode. Il fait pas une erreur, il hallucine. Ben voilà, quand un modèle de Oui, régression des se trompe, émotions, il hallucine, mais à la fin, c'est des données, c'est des sciences des données, c'est de l'informatique. Je pense que la question pointait aussi vers l'idée que c'est différent d'un programme informatique où on a pensé à tout pour avoir un résultat précis. Là. Exactement, c'est en ce sens-là que c'est pas déterministe. Donc, c'est pas des règles qu'on a, la plupart du temps, c'est pas des règles qu'on a décidées. Là. Dans des modèles très, très simples, on peut les comprendre, ces règles-là, mais la majorité du temps, on les comprend pas vraiment nous-mêmes. Là. Ça veut pas dire qu'on comprend pas ce qu'on fait. Encore une fois, je tiens à le préciser. Non, c'est juste qu'on voit qu'il y a un côté probabiliste. Il y a un côté aussi probabiliste. à expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment au niveau de l'erreur, là. Au niveau de la réponse, ben, c'est pas nécessairement la bonne réponse. Puis ce morceau-là, il est aléatoire, lui. OK, l'intelligence artificielle, commençons par ça. C'était une question facile. Il faut commencer par une question facile. On donne confiance à tout le monde. Attention, les autres seront plus compliqués. Deuxième question. Ah, faites-vous-en pas. Là, on voit le classement, là, ça va changer vite. Bravo, Mathieu, on lâche pas. Parmi les plateformes suivantes, quelle plateforme utilise l'IA pour ses recommandations? Option A, Spotify. Option B, Apple Music. Option C, YouTube. Option D, toutes ces réponses. La bonne réponse, toutes ces réponses, évidemment, donc Spotify, Apple Music, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, nommez-les. Il y a des algos derrière tout ça. Sylvain, les réseaux sociaux, c'est toi. Oui, d'ailleurs, ça me permet de dire qu'elle était pas tellement plus difficile que la première question, ta deuxième question. Donc, simple commentaire. Peut-être le commentaire que j'aurais à faire, je vais peut-être démarrer avec un exemple d'une de ces plateformes-là. Par exemple, Spotify a annoncé des nouvelles mesures pour rendre l'usage de l'intelligence artificielle un peu plus transparente ou visible dans la musique. Donc, il est question là, de proposer une espèce de standard où on va indiquer à chaque fois qu'il y aura un morceau où il y aura de l'IA intégrée dedans. Est-ce que c'est un morceau 100% humain, partiellement créé avec l'IA ou entièrement généré par l'IA? Mais ce système-là sera complètement volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'obligation légale. Mais moi, la question qui me vient à l'esprit avec ce type de proposition-là, c'est qu'à chaque fois, on se dit, on essaie d'imaginer des moyens d'intégrer ou de mentionner l'existence, la présence ou l'usage de systèmes d'IA dans les plateformes, sans jamais, c'est toujours la capacité à dire non qui est jamais présente, qui me pose problème un petit peu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on essaie de regarder, on essaie de se dire, bon voilà, à partir de maintenant, l'IA fera partie de la musique, sans jamais se dire, j'ai pas dit oui à ça, moi. Exactement. Puis ça m'amène aussi à une statistique, par exemple, quand on regarde ce que les gens visionnent sur YouTube. On sait là, que le système de YouTube fonctionne avec des recommandations, comme c'est le cas pour les plateformes musicales, qui est le cas ici, mais il est estimé qu'il y a environ 70% du contenu qui est visionné sur YouTube provient des recommandations. Donc, ça pose en même temps la question où est la notion de découverte là-dedans par soi-même, alors que les 2/3 de ce que l'on consomme en musique ou en vidéo, ce sont des propositions des algorithmes. Donc, c'est un peu la découverte par soi-même, la curation aussi. On dirait que
finalement, on finit par être enfermé toujours dans le même type de contenu. Là, OK, j'aimais ça du reggae cette fois-là, mais pourquoi j'ai juste ça depuis les 2 derniers jours? C'est ça, là, je veux avoir aussi une diversité. Je veux pas que tranquillement, je me retrouve à toujours écouter la même chose, le même sujet, le même genre. Exactement, c'est la notion de surprise qui disparaît aussi en même temps là-dedans. Donc voilà. Excellent. OK. Est-ce que tu es sur TikTok? Non. Ben oui, j'aurais pu gager là-dessus. Pas sur mon vrai nom, en tout cas. Là. Ah oui, peut-être. J'ai un nom de scène, mais je ne le mentionnerai pas ici. Ah ouais, TikTok, peut-être que Sylvain est là, faut faire des... Je me suis spécialisé dans les mimes, en fait. Hey, ça, je veux voir ça. OK, la prochaine question, elle est plus compliquée. Elle n'est pas plus difficile. Écoutez, là, vous voyez que les questions ne sont pas difficiles, mais il y a une question de rapidité aussi. C'est ça aussi un caout. Ça nous permet aussi de placer le contexte. Question suivante. Extrait audio. Extrait 1. Comment le modèle a été construit, ils connaissent l'architecture, ils connaissent ce qu'ils ont ajouté par-dessus par rapport à ce qui a été entraîné sur les données. Tu sais, ils connaissent cette architecture-là puis ils le comprennent. Extrait 2. Il y a un peu un truc, une indifférence, voire un mépris du monde des nouvelles technologies. Alors du coup, je sais pas qui cibler exactement parce que... Extrait 3. Persiste dans le ciel de Québec, c'est qu'il y a un système plus à l'est qui nous apporte ce débordement nuageux. On s'en plaindra pas quand on sait que ce sont des conditions un peu plus difficiles à l'est parce qu'on a différents types de précipitations, de neige, de pluie ou de pluie verglaçante et des vents. Et extrait 4. Je sais pas, on nous demande de prendre la responsabilité de voter. On vient juste d'avoir l'âge de la majorité, puis on sait aucunement ce qui nous attend. Il faudrait peut-être un cours de politique, peut-être, pour voir sur quoi on aura notre mot à dire, finalement. Donc, vous avez entendu 4 extraits audio. Votre objectif, déterminer, identifier l'extrait audio qui aurait été généré par un système d'intelligence artificielle avec une voix de synthèse. Vous avez fait votre choix. C'est parti. C'était l'extrait 4 qui était l'audio en question. Je vous mets un petit peu de contexte. Le premier audio, c'était Véro. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu extrait 1? Non. Bravo. Non, je pense que mon accent du Saguenay, visiblement, est un peu trop typique pour être pris pour une intelligence artificielle. Inimitable. Aucun IA a réussi à reproduire tout ça. L'extrait 2, c'était Shirley Plumerand. Donc, si vous écoutiez le podcast, déjà, vous aviez un avantage. Shirley, avec son accent typiquement parisien, un accent aisément reproductible. C'est pas comme Saguenay. On les salue. Ils sont nombreux en France à nous écouter. L'extrait 3, c'était Marie-Audrey Houle de Radio-Canada. À l'émission C'est encore mieux l'après-midi avec Guillaume Dumas. Elle fait la météo et c'est carrément un extrait que j'avais pris. Et la 4e, c'était moi qui parlais. La seule différence, c'est que j'ai cloné ma voix à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle. J'ai surtout enregistré ma voix. Et l'extrait audio là, que vous avez entendu, là, il parlait un peu des élections, puis je ne sais pas trop quoi faire. Puis ça, c'est moi qui est en train de parler. Donc, j'ai pris l'extrait audio, puis j'ai remplacé ma voix par une voix proposée. La voix s'appelle Adina French Teenager. C'est proposé par Eleven Lab. Donc, vous pouvez vous enregistrer, puis on peut changer votre propre voix par une voix de synthèse comme ça. Donc, les 2 options sont possibles. Vous pouvez écrire du texte puis faire lire le texte avec votre voix que vous avez clonée. Voilà. Donc, tout ça est possible et c'était, dans le fond, moi qui parlais avec mes talents limités d'acteur et la voix de Adina French Teenager qui a remplacé ma voix. Et le thème, vous l'avez compris, c'est le deepfake, donc l'hyper-trucage. C'est vrai en audio. Il y a Sora 2 qui est sorti la semaine dernière, c'est vrai en vidéo. Donc là, on nous propose toutes sortes de vidéos amusantes ou pas, mais qui sont des vidéos de synthèse.
des textes de synthèse. Tout ça est possible. De la musique de synthèse, je vous invite à aller visiter peut-être Suno, qui est la compagnie la plus populaire en ce moment, qui a sorti sa 2e version aussi, où on nous fait de la musique qui, écoutez, c'est bluffant, là, ça ressemble à de la vraie musique, puis c'est aussi bon, avec entre guillemets, que n'importe quoi. Mais le problème ici, c'est le pillage des droits d'auteur, là, c'est toujours ça. Là. Si ces outils-là ont appris à nous imiter aussi bien, c'est parce qu'ils sont allés puiser dans du contenu existant. Et là, la musique, c'est du contenu qui est libre, qui est au contraire pas libre, qui est protégé par du droit d'auteur. Même chose pour la voix, hein, pour nous apprendre à nous imiter, à imiter notre débit, à imiter la voix. Ils sont allés puiser dans des pistes audio existantes, certaines peut-être données avec gentillesse à ces compagnies-là, d'autres peut-être sont allés collecter ce qui se trouvait déjà existant sur le net. Donc le deepfake, l'hyper-trucage, ça fait partie des thèmes. Est-ce que c'est un thème que vous avez abordé? Oui, en effet, un module où il y a la mise en scène d'un homme qui tombe sur une vidéo d'une artiste qui a eu une fausse vidéo d'elle qui a circulé. Alors oui, avec Nadia Nafi, qui est une de nos membres, on a réfléchi à ça. C'est quoi les impacts des deepfakes? Est-ce qu'ils sont faciles à détecter? Est-ce qu'ils sont faciles à créer? Alors oui, c'est en effet un sujet que nous avons abordé. Oui, c'est difficile à détecter, mais c'est un sujet important. C'est pas, en même temps, c'est pas l'intelligence artificielle qui a inventé le défi de ne pas mentir ou de ne pas frauder aussi. Donc ça, ce sont des enjeux qui existent. Mais là, je dirais que l'IA nous donne des petits mots de tête, là, parce que ça devient vraiment difficile de discerner qu'est le vrai du faux. OK. Avant qu'on passe à la suivante, Jean-François, je veux juste préciser pour les auditeurs qui ne voient pas les résultats du Kahoot présentement qu'il y a seulement 22% des personnes là, dans la salle qui ont réussi à identifier la voix de synthèse. C'est vrai. Donc, il y a juste ta voix qui a été clairement reconnue, puis les autres, il y a une petite confusion. En fait, on penchait plutôt vers la voix 3. C'est elle qui a été choisie. Donc, c'était la voie 3, j'ai dit, c'était la météo. Donc, qu'ils le sachent, à la météo, à force de parler très machinalement et de façon générique, finalement, ça devient un style qui est aisément reproductible ou qui peut nous confondre. On ne sait pas, peut-être que le style saguenayen va gagner en popularité. Ah oui, maintenant qu'on sait ça. Toujours, il gagne toujours en popularité. Prochaine question, c'est parti. En 2020, cette compagnie de systèmes de reconnaissance faciale a été forcée d'abandonner ses contrats au Canada. Option 1, Clearview AI. Option 2, Panasonic Corporation. Option 3, Thales Group. Et option 4, Google AI Maps. Elle est bonne, celle-là. Clearview AI. Véro, la vie privée, la surveillance, c'est toi qu'on regarde en ce moment. Ben oui. Il n'y a pas de réglementation là, présentement au Canada sur les systèmes de reconnaissance faciale comme tel là, et l'utilisation de ça. Par contre, il y a de la réglementation sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Puis c'est à cet endroit-là que Clearview s'est fait taper sur les doigts. Donc, effectivement, là, on dit souvent qu'il n'y a pas d'encadrement de l'intelligence artificielle, mais il y a quand même, au-delà de cette réglementation-là sur la protection des renseignements personnels, il y a quand même les autres lois qui s'appliquent encore. OK? Donc, on pourrait encore poursuivre certaines entreprises sur la base de d'autres lois qui existent déjà, comme la protection des renseignements personnels et comme aussi la Charte des droits et libertés de la personne. Donc ça s'applique à l'intelligence artificielle. C'est pas écrit tout à fait de façon à ce que ce soit tout à fait facile à utiliser, mais ça s'applique quand même à ces systèmes-là. Ben oui, il faut se le rappeler, ces lois-là existent. Là. C'est ça que je disais un peu plus tôt. C'est pas parce que l'intelligence artificielle se pointe le nez qu'elle invente nécessairement des nouveaux problèmes. Donc, tantôt, je parlais de la fraude, de la surveillance. Tout ça, c'est déjà balisé. La seule différence, c'est que ça donne des défis, je dirais, supplémentaires ou une puissance peut-être pour aller faire de la surveillance. Mais le cadre normatif, il est quand même là, il est existant.
Ah il oui. fait ce qu'il peut là, depuis toutes ces années. Il pourrait s'améliorer un peu, mais il est là quand même. Je dirais par contre, au-delà du, des enjeux législatifs par rapport à ça, puis la question de la loi, ça amène quand même un dilemme éthique intéressant, là, cette question-là, parce que, puis d'ailleurs dans la présentation, dans l'exposition sur le viol, il y a des éléments là-dedans qui sont soulevés. Parce que oui, tu sais, le respect de la vie privée, qu'on soit filmé partout, tout ça, ben oui, il y a un enjeu de respect de la vie privée, mais après, il faut quand même se poser la question, si ça fait en sorte qu'on retrouve une petite fille qui a été kidnappée, Oui, celle-là, on est plutôt d'accord. C'est ça. Fait que sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord, puis elle est où la ligne? Elle est où la ligne? Là-dedans. Donc, au-delà du dilemme du train, là, moi, je trouve que c'est un dilemme qui est plus complexe, peut-être. Non, il y en a des vraies questions. Ouais, c'est un potentiel immense, c'est toujours ça. Là, c'est qu'il y a un potentiel immense, on le voit. Puis si on le met au service de toutes sortes d'utilisations qui est bienveillantes, puis qui font assez consensus dans la société, pourquoi pas, mais le problème, c'est quand on s'en éloigne un peu ou qu'on arrive dans des zones troubles, c'est là où le dilemme se pose. Ben, c'est ça. Mais je pense que ça, sur quoi on peut s'entendre, c'est qu'il faudrait, comme société, clarifier un peu cette question-là. Oui, la surveillance, clarifions. Prochaine question. Lors des dernières élections aux États-Unis en 2024, pourcentage de contenu truqué par de l'intelligence artificielle et qui a été promu via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle de A, 7%, B, 22%, C, 46% et D, 57%? Qu'en est-il? Il y en a plusieurs qui sont pessimistes. Là. Il y en a plusieurs qui pointaient vers le 46%. Aucun n'a eu l'optimisme nécessaire pour dire 7% parce que c'était la réponse. Je me retourne encore une fois vers Sylvain. On parle de réseaux sociaux, l'instrumentalisation, je dirais, des réseaux sociaux et l'influence algorithmique, Sylvain. Est-ce que ça te rassure? Seulement 7%? Je dirais oui et non, parce que moi, j'aurais eu tendance à penser que ça aurait été plus élevé que ça. Alors, j'ai été moi-même surpris de voir la réponse. Moi aussi. Moi aussi, puis visiblement, surpris. tout le monde ici aussi. Ouais, je vous ai cité l'étude en question. C'est élection, l'influence de l'IA jusqu'ici surestimée. Ici, c'était des chiffres d'agence Science Presse. Je vous ai... Bon, évidemment, c'est pas une source... c'est une bonne source, mais ça ne réfère pas vers une étude en tant que telle. Je vous pointerai peut-être... dans les commentaires post-podcast, d'où vient ce 7%. Bon, ici, je fais du montage. Je vais en profiter pour intégrer ici la référence en question. Le 7%, je l'avais puisé dans un article. Effectivement, le texte en question avait été puisé sur sciencepresse.qc.quebec.qc.ca, oui. Le texte avait été rédigé par Pascal Lapointe. Pascal pointait vers une étude du News Literacy Project, donc un organisme américain qui se consacre justement depuis quelques années maintenant à l'éducation à l'information. Puis eux avaient fait la compilation de ces fausses images et de ces fausses vidéos liées à l'élection présidentielle. Voilà. Donc, même si on entend quelques doutes là, autour de moi, là, j'ai fait mes recherches et je vous ai trouvé la référence en question. Vas-y, Sylvain, continue. Moi, je dirais plutôt qu'à la place d'utiliser le terme instrumentalisation des médias sociaux, moi, je préfère le terme arsenalisation des médias sociaux. Arsenalisation. Oui, pour les transformer en armes de désinformation, mais force est d'admettre que c'est un phénomène qui, pour l'instant, est beaucoup moins important qu'on pouvait le penser. Évidemment, cette question-là de pouvoir combiner l'intelligence artificielle et donc son potentiel aussi pour produire du faux contenu avec les deepfakes, que ce soit des images, des textes. Il y en a déjà eu. Moi, j'en ai déjà vu passer des messages négatifs où on présentait, vous voyez, là, c'était Obama qui avait l'air de parler comme s'il était en état d'ébriété. Donc, ce genre de contenu-là. Et des réseaux sociaux, évidemment, l'impact sur les cerveaux individuels et les mentalités collectives, ça pourrait devenir potentiellement peut-être même catastrophique. Là. Je veux dire, on peut même imaginer un scénario, par exemple, lorsque l'on a connu pendant la pandémie que tout le mouvement anti-vax
que ce mouvement-là a été créé volontairement par une action d'un État étranger qui aurait lancé une campagne de désinformation. Et ça peut nous indiquer en même temps le potentiel de déstabilisation que ça pourrait avoir. Donc, c'est un risque politique majeur, même si pour l'instant, en matière d'élection, de trucage ou de tentative de modifier les résultats des élections, ça reste quand même assez marginal. Mais ça m'amène aussi à une autre réflexion, c'est parce que le résultat de cette question-là, ça nous montre en même temps qu'on a tendance à exagérer peut-être l'importance que ça peut avoir, les médias sociaux ou l'intelligence artificielle dans la montée de certains phénomènes politiques. Par exemple, si on pense aux populistes, si on pense à l'élection de Donald Trump, si on pense à la montée des partis d'extrême droite en Europe, on a un petit peu tendance naturellement à se dire tout ça est la faute des médias sociaux. Ouais. Mais en même temps, ça nous pousse aussi à nous questionner sur les causes peut-être un peu plus profondes de ces tendances-là et à ne pas tous imputer à la faute à l'intelligence artificielle. Et je pense qu'aussi en même temps que on en met peut-être un petit peu trop sur le dos de l'IA. Il y a d'autres phénomènes, par exemple, je pense qu'il faut aussi regarder du côté des grands leaders, des grands industriels de la Silicon Valley, du monde de la tech en tant que tel. Peut-être mentionner quelques noms comme Peter Thiel, Mark Andreessen, Elon Musk, on en connaît Sam Altman aussi. Je pense qu'il faut s'intéresser à ces discours de ces personnes-là parce que là, ici, vous avez l'exemple de gens qui, en fait, leur point en commun, c'est de vraiment nourrir une critique assez féroce de la démocratie libérale et qui défendent une vision autoritaire et même post-politique du monde. Et ce sont des critiques qui émanent de l'intérieur même du système. Ils ne sont pas instrumentalisés par une puissance étrangère. Et je pense qu'il faut s'intéresser justement aux causes locales et nationales plutôt que d'essayer d'imputer la faute naturellement à la technologie qui a un peu le dos large dans ces Oui, c'est ça. Il y a une part de la technologie qui est responsable. Il y a une part du fait que l'Internet, les réseaux sociaux, puis on repousse, là, c'est-à-dire que toutes les fois qu'il y a une nouvelle technologie, c'est elle qui est responsable, mais à la fin, c'est les humains qui sont responsables derrière tout ça. La montée du populisme, il y en a déjà eu avant dans l'histoire sans les médias sociaux, sans intelligence artificielle. Et le fascisme est arrivé au pouvoir dans certains pays, dans l'histoire aussi, sans la présence d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas... Oui, bien avant qu'Elon Musk s'en mêle. Exactement. Ils ont eu ce genre de problème. Merci Sylvain. Question suivante. Peut-être regarder notre tableau des meneurs. Mathieu B est en train de s'installer tout en haut. Et Julien L, Émile, Mathieu, Michel sont dans le top 5. Question suivante. Une IA générative comme ChatGPT utilise combien de fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche classique? Ici, ce sont des chiffres d'une étude de Sacha Luciani. Donc, je vais tout de suite les citer, là, parce que tantôt, j'ai senti un doute là, dans votre regard, mais je vous le jure. OK. C'était... Oui, j'ai même pas dit les choix de réponse. C'était 2 à 3 fois, 6 à 10 fois, 20 à 40 fois, 50 à 150 fois. La bonne réponse, 6 à 10 fois. Donc, la majorité ici réussit à identifier le bon nombre. C'est une étude de Environmental Impact of AI Primer. C'est de Sacha Luciani. Je vais réussir. Donc, on parle ici des enjeux environnementaux, c'est-à-dire combien ça coûte environnementalement parlant d'utiliser ces outils. Donc, le recours systématique. Vous l'avez vu maintenant, là, on prend n'importe quel moteur de recherche, puis tout de suite, là, on tombe avec des réponses. L'AI a nécessairement tendance à s'imposer, s'inviter, je dirais, dans nos résultats de recherche. Et donc là, il y a toute la facture énergétique pour entraîner une IA. Ça prend des ordinateurs, ça prend des processeurs, ça prend des cartes graphiques. Tout ça, ça tourne à 100 km/h pendant des journées. Ça prend de l'énergie, ça prend de l'eau, ça prend du pétrole. Il y a du plastique là-dedans. Tout ça, là, c'est pas, on dit le nuage, là, mais le nuage, là, c'est des gros serveurs dans une ferme à quelque part qui tournent toute la journée. Donc, il y a de l'énergie qui roule derrière tout ça. Donc, peu importe si vous utilisez ChatGPT pour
que ce soit pour rédiger votre rapport de stage, il y a des étudiants ici, là, votre CV, votre thèse, votre article scientifique, à toutes les fois qu'on se sert d'un outil de la sorte, il y a un impact environnemental. J'aime bien dire qu'il y a des enjeux intrinsèques, là, c'est-à-dire que peu importe l'utilisation que vous allez en faire, l'outil en soi, il porte déjà là, sur ses frêles épaules la facture environnementale de tout ça. Puis si vous souhaitez résoudre tous les problèmes du monde à l'aide de l'intelligence artificielle, y compris les problèmes environnementaux, parce qu'il y en a qui c'est ça, on a une belle application qui va résoudre les problèmes environnementaux. Oui, mais l'application elle-même a une facture environnementale. Est-ce qu'on tient compte de tout ça lorsqu'on fait le bilan environnemental de la technologie en question? En tout cas, il faudra dépasser, c'est peut-être un des prochains défis, comment faire pour réduire la facture environnementale de ces outils. Prochaine question, on avance, ça se stabilise, mais on avance. 3 places de gagner. Sarah a la plus grimpé dans l'échelle. On lâche pas, Sarah. Ça monte. 8e question. IA et santé. Quel champ d'utilisation de l'IA et d'investissement en santé a généré les résultats les plus probants? Analyse des systèmes de soins de première ligne. 2e option, analyse automatisée de l'imagerie médicale. Option 3, analyse des déterminants sociaux et facteurs socio-environnementaux. Analyse des processus de gestion des ressources humaines. La bonne réponse, vous l'avez eue, analyse automatisée de l'imagerie médicale. Ben, c'est pas surprenant. C'est-à-dire que on parle de santé. Où pensez-vous qu'on va investir en santé IA? Ben là où il y a des données, là où il y a des technologies, là où il y a la possibilité d'utiliser cette technologie pour résoudre un problème. Ici, on parle de l'imagerie médicale. C'est certain que ça, c'est plus intéressant que les autres problèmes. C'est ça aussi l'histoire de l'investissement en santé. Les systèmes de soins de première ligne. Pas beaucoup d'investissements en IA qui ont ciblé ce besoin-là. Pourtant, les besoins en première ligne, là, au Québec, les premiers services, les infirmières, les aider, leur donner des ressources, c'est là les gros problèmes. C'est pas... Bon, l'imagerie médicale, c'est intéressant, c'est passionnant, ça donne des résultats spectaculaires, mais les besoins ne sont pas nécessairement exactement là. Analyse des déterminants sociaux et facteurs socio-environnementaux. Gros problème en santé, les déterminants sociaux, les facteurs sociaux, c'est quoi qui fait en sorte qui rend notre population malade? Là, ça reste des enjeux importants. Pourtant, on va investir davantage dans des solutions technologiques. Est-ce que c'est vraiment la priorité? Peut-être pas, mais c'est là où, encore une fois, on a les résultats les plus intéressants. Analyse des processus de gestion de ressources humaines. Il y a des gros problèmes de gestion de ressources humaines. Il y a une partie de l'investissement en technologie, des investissements en santé qui sont là. Mais c'est sûr que c'est pas là qu'on va avoir les résultats, encore une fois, les plus probants. Non, on aime ça avoir une technologie qui donne des résultats spectaculaires, puis de voir une image d'un cancer probable où on est capable de détecter cette personne-là un cancer. On l'a vu en analysant l'image, mais c'est sûr que ça donne des résultats spectaculaires. Puis ça, on aime ça, on le met de l'avant, puis on finance à grands coups d'enveloppe bien pleine là, ce genre de technologie-là. Mais est-ce que les besoins en santé sont exactement là? Pas convaincu que Véro, tu avais quelque chose à ajouter? Ben, j'aimerais ça nuancer ça un peu parce que ici, là, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que il y a des choses qui techniquement sont plus faciles que d'autres à faire aussi, là. Tu sais, analyser une image, automatiser l'analyse d'image, c'est quand même un petit peu plus facile que, mettons, analyser les déterminants sociaux et les facteurs environnementaux. Oui. Mais c'est pas une question nécessairement de est-ce qu'on... Tu sais, on aura beau mettre plus de temps puis plus d'argent à essayer d'analyser les déterminants sociaux et environnementaux, on va pas arriver au même résultat que dans le traitement d'image. Évidemment. Puis la réponse à ça, elle est vraiment technique, c'est que dans le traitement d'image, puis j'utilise souvent l'exemple des chats et des chiens, là, quand on veut détecter est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est un chien. La vérité, là, elle est très, très, très facile à savoir dans ce cas-là. C'est un chat ou c'est un chien. Okay? On n'a pas besoin de s'obstiner sur est-ce que c'est un chat ou c'est un chien. Mais quand on arrive avec des éléments qui ont beaucoup plus de variabilité puis d'erreur dans la réponse,
Là, ça devient vraiment compliqué de construire des modèles avec ça. Donc, est-ce que tu es heureux ou pas heureux? Là, tu sais, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir une vérité qui est vraie à la fin. Là. Donc, c'est pour ça que analyse d'image, c'est plus facile que tout le reste. Ben oui, c'est ça, mais c'est exactement ce que je souhaitais soulever ici. C'est plus facile, c'est plus faisable. On a la technologie pour, donc investissons là-dedans, mais l'objet de mon analyse ici, c'est ça, c'est plus facile, c'est plus faisable, mais ça reste quand même des millions et des millions investis en santé qui vont pour ce problème-là. Puis pourquoi on investit là? Parce que c'est possible de résoudre ce problème-là. Mais c'est les mêmes enveloppes et les mêmes fonds qu'on pourrait investir en santé à d'autres fins pour résoudre d'autres problèmes. Vas-y, Julie, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais dire que dans tous les modules sur lesquels on a travaillé, c'est celui qui était le plus exigeant parce que à l'Obvia, on rejoint une communauté très multidisciplinaire. Puis ceux que j'ai rencontrés avaient des postures très différentes. Ah oui? Oui. Qui était « on investit, ça sauve des vies, on détecte les cancers plus tôt, pourquoi on hésite? » Et une autre qui était plutôt « est-ce que c'est la meilleure place pour investir? Parce que est-ce que c'est là où notre argent va sauver le plus de vies? » Puis il y a des études qui démontrent que non. Mais comment on se positionne? Je veux dire, moi, c'est sûr que si un jour j'ai un cancer, j'aime mieux qu'on le détecte plus vite que plus tard. Alors, c'était vraiment le module, je dirais, qui était le plus riche en termes de discussion, débat. Et beaucoup des questions qu'on a mis finalement sur nos panneaux invitent à la réflexion. On n'a pas de réponse finale. On vous invite à y réfléchir. Mais bravo. Des fois, on n'a pas besoin de réponse finale. On a juste besoin d'y réfléchir un peu. Puis ces questions-là, la question fondamentale, c'est une question beaucoup plus large. C'est quoi la santé? Quand on dit c'est au service de la santé, mais OK, mais de quel type de santé on parle? Est-ce qu'on parle de la santé de type care préventive, puis on accompagne la personne, l'éducation, puis ça mène à des résultats importants, des gains en santé des populations? Ou est-ce qu'on va plus du côté d'une santé du type cure, c'est-à-dire que très technologique, très proche du médico-pharmacologique, où là, on soigne. Donc ça, c'est là, c'est pas l'IA qui a inventé ce débat-là, cette fracture-là entre quel type de santé, dans quel type de santé on veut investir. On se dit, c'est bon pour la santé. Oui, mais quel type de santé on va avoir plus tard? Puis je pense que ça illustre bien ce genre de débat. Si vous voulez avoir plus de ce genre de réflexion-là cette semaine, t'avais quelque chose à dire? Ben oui. J'ai vu une rétroaction de quelqu'un dans la salle qui me disait... Julien, qui est mon étudiant, a vu ma face. Il a vu ta face. Vas-y, qu'est-ce que tu avais ajouté, Véro? Ben, après, on pourrait le regarder autrement aussi. Est-ce que si on regarde le budget en santé, puis où est-ce qu'on le met? OK. Mais si on regarde le budget en intelligence artificielle, est-ce qu'on le met à l'imagerie médicale ou est-ce qu'on le met à créer des jeux vidéo? Ben, moi, j'irais plus sur l'imagerie médicale, là. Donc, je sais pas de quel budget on parle exactement. Ouais. Mais si on parle du budget en intelligence artificielle, ben oui, j'en mettrais peut-être plus là-dedans, là. Oui, c'est une belle nuance sur tous les investissements IA. Ouais. Peut-être qu'on investit juste trop en IA aussi. Oui, si vous voulez avoir plus de... Ben ça aussi, vous verrez le prochain épisode. En fait, l'épisode a été publié la semaine dernière. On a reçu Myriam Lavoie-Moore qui avait étudié les différents projets qui ont été financés en santé, donc des projets publics qui ont été financés. Puis c'est intéressant aussi de voir, elle aussi, elle fait l'analyse des bénéfices. Là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on investit, c'est bien, mais les bénéfices sont où? Parce que c'est toujours ça, là, on veut investir, on veut que ça donne quelque chose à la fin. Donc si on investit des millions et des millions à la fin, on voudrait voir des gains en matière de santé populationnelle. Puis vous réécouterez l'épisode, là, mais c'est une belle réflexion qui tourne autour de ça. À quoi sert l'investissement en IA en santé? Est-ce que ça sert effectivement et de fait démontrer à résoudre des problèmes concrets? Peut-être un peu. Mais est-ce que ça sert pas aussi à des... je vous donne quelques indices de l'épisode. Est-ce que ça sert pas aussi des fois à des compagnies à générer, à aller faire une nouvelle ronde de financement pour être davantage financées, puis à la fin être vendues à une autre compagnie qui les achètera à grand prix? Des fois, cette réflexion-là là, sur à quoi servent les investissements, est-ce que ça sert la santé en tant que telle ou ça sert la business en santé puis les marchés un petit peu plus spéculatifs? Donc, à voir
c'est un dossier à suivre. Je te vois encore réagir, Véro. Ah oui, mais on pourra en parler longtemps, mais c'est pas juste en santé là, que l'intelligence artificielle ne montre pas toujours les bénéfices espérés. C'est dans plusieurs domaines. Puis ça, c'est une plus grande, Oui. c'est une plus grande réflexion. À quoi ça sert ces millions? Un jour, il faudra répondre à cette question. Si t'es un marteau, tu vois toujours le problème comme étant un clou. C'est ce qu'on a dit dans le public, vous avez bien raison. Question suivante. En 2023, quel grand journal américain a poursuivi OpenAI, donc ChatGPT, pour violation des droits d'auteur? Option A, le Los Angeles Times. Option B, le New York Times. Le Chicago Tribune en C et en D, le Washington Post. La bonne réponse, le New York Times. Véro, est-ce que c'est fini ce procès? Non. C'est pas fini non, encore? C'est même pas fini. C'est pas fini, puis il s'obstine encore. Il s'obstine encore un peu là. Évidemment, le point de vue de OpenAI, c'est que l'information est utilisée comme n'importe quel humain l'utiliserait. La différence, c'est qu'il y a très peu d'humains qui sont capables d'emmagasiner dans leur tête toute l'information du New York Times. Donc, je trouve ça quand même un peu différent. Mais je sais pas comment. J'avoue que je suis quand même contente de pas être la personne qui va trancher là-dessus. Elle est pas simple, la question, là. Ouais. Est-ce que, tu sais, jusqu'à quel point... parce qu'il y a des éléments qui sont positifs aussi là-dedans, hein, dans le fait que ça rende beaucoup d'informations accessibles plus facilement à plusieurs personnes. Donc, il y a quand même des éléments positifs. Après ça, est-ce que les revenus de ça devraient être concentrés dans une seule entreprise? En tout cas, Ou comment fait-on pour rémunérer celles et ceux qui ont créé ce contenu-là à la sueur de leur front et de leurs plumes? Là? Je ne sais pas si l'expression peut exister sous cette forme-là, là, mais c'est quand même des personnes qui ont écrit du contenu intellectuel, qui ont pris le temps de le faire, puis eux ont dû lire, analyser, puis on écrit, puis à la fin, on a du texte, puis le texte est utilisé, puis réutilisé de cette façon-là. Là. J'ai hâte de voir ça. Puis on dit souvent, Jean-François, que l'intelligence artificielle, en fait, les enjeux éthiques ou les enjeux qui sont soulevés sont pas très différents de ceux des technologies. Mais je trouve que c'est peut-être l'endroit où c'est un peu différent là, avec l'arrivée des modèles préentraînés là, à la ChatGPT. C'est vraiment le respect du droit d'auteur. C'est un enjeu qu'on voyait moins avant, dans les technologies du moins. Là. Je dis pas dans le monde en général, mais au niveau des technologies, c'est un enjeu de plus là, avec les modèles plus récents. Là. Oui, c'est là. Hein, mais dans tous les domaines, tantôt je parlais de la vidéo, de l'audio, c'est quelque chose. Là, on voit le potentiel, mais pour qu'un outil comme ça soit capable de générer du texte, de la vidéo, c'est parce qu'on leur a donné des vidéos qui nécessairement sont protégées d'une certaine façon, soit par du droit d'auteur ou un droit moral quelconque. Là, moi, les vidéos que j'ai mis de ma famille sur YouTube, je pensais pas que ça allait servir à ça. Là. Non, on s'y attendait pas. Et puis, quand je regarde, moi, j'utilise beaucoup la Déclaration de Montréal quand je travaille. Là, je trouve qu'elle a été rédigée pourtant bien avant ChatGPT puis tout ça. Mais je trouve que dans toutes les chartes que je regarde, je trouve que c'est celle qui a le mieux vieilli, finalement, là. Puis c'est le seul élément qui ressort pas dans la Déclaration de Montréal, ou du moins qui ressort très peu, là. Oui, ils l'avaient pas vu venir. Pourtant, eux, ils avaient vu venir l'enjeu environnemental. Il y a très peu de cadres autrement qui ont parlé de l'enjeu environnemental avant ça. Ils avaient vu venir beaucoup de choses. C'est le morceau qui est moins présent, là. Oui, pourtant, c'est un enjeu important. OK, on continue notre aventure, notre caoute. Ça se précise, Émile est tout en haut. Je suis à peine surpris. 10e question, ça parle des travailleurs du clic, les click workers. Quelle compagnie de travailleurs du clic n'existe pas? Donc, il y a 4 options. La première, Click Worker. La deuxième, Appen, entre parenthèses, Figure 8. Troisième, Amazon Mechanical Turk. Et la quatrième, Apple Digital Labor, laquelle n'existait pas. C'était Apple Digital Labor. Donc, Clickworker, pas très original, je dirais, comme notre compagnie, mais c'est quand même leur nom de compagnie. Appen Figure 8, donc cela existe aussi à peu près aussi longtemps que Clickworker. Amazon Mechanical Turk, ça on apprécie déjà le titre, ça renvoie à quelque chose que Sylvain connaît sûrement, Sylvain?
Oui, en fait, le turc mécanique, c'est... Merci pour le petit silence. ça rattrape toujours l'attention. Je pensais que tu allais enchaîner tout ça. Non, En je te fait, fais une comme passe sur un la grand. palette. Je pensais pas que j'allais avoir besoin de... Mais non, le turc mécanique, ça fait référence à un automate, si on peut dire ça comme ça, de la deuxième moitié, du 19e siècle. Mais en fait, vous aviez... ça ressemble à... C'est une espèce de bureau. Là. Il y avait une espèce de bureau avec un jeu d'échecs sur le dessus du bureau. Et il y avait une espèce de figurine, une statue de quelqu'un qui avait les traits là, d'un Turc. Là. Il y avait des traits avec une barbe et tout ça. Oui, et c'est moins 2025. Là, comme... Oui, exactement. Et la statue, l'espèce d'automate pouvait déplacer les pièces du jeu d'échecs. Oui, c'est ça que ça essayait de montrer. On a un automate qui joue lui-même aux échecs. Il jouait aux échecs et il a joué avec des personnes célèbres. Là. Il a joué avec des présidents américains. Il a fait le tour en Europe. Il était montré dans les cours des rois aussi. Donc, c'était de l'intelligence artificielle avant l'heure. Et on pouvait ouvrir l'intérieur pour montrer qu'il y avait pas de truc. Là. C'était pas un trucage. Il n'y avait pas d'humain qui se cachait, mais en fait, il y avait vraiment un humain qui se cachait dans un compartiment caché. C'était une personne de petite taille qui actionnait les mouvements des pièces d'échecs avec des aimants et un système de poulies. Et justement, en utilisant le mot, ça veut dire... Oui, le nom de la compagnie, c'est vraiment un petit clin d'œil. Là. C'est un clin d'œil volontaire. On le sait qu'en dessous de la table, il y a des petits workers qui sont en train de travailler puis ils font semblant de jouer aux échecs. C'est le point, c'est que dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça cache, la plupart du temps, là, une armée de travailleurs du clic qui font toutes sortes de tâches. Hein. Ça peut être souvent pour trier des images, classer des images, annoter des vidéos, reconnaître des objets, corriger des textes. Et les travailleurs sont payés, je crois que dans le cas de Mechanical Turk, c'est autour de 2 ou 3 dollars, là, si je me trompe pas, pour la journée. Non, je pense que c'est pour par jour? Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. Puis, c'est surtout délocalisé dans le sud global. Donc ça, c'est une partie du travail qui se fait, mais il y en a une autre partie aussi qui est un peu moins connue, c'est ça de la modération des contenus. Si vous allez sur Facebook ou sur TikTok ou sur d'autres médias sociaux, c'est pas des IA qui sont capables de trier. Peut-être qu'il y a des modèles, je sais pas, là, qui sont capables de faire un tri à la base, mais c'est des gens en chair et en os qui regardent les contenus et qui doivent, même si c'est des contenus, des images violentes et tout ça, qui doivent faire un peu le tri. Et encore une fois, ces gens-là sont surtout délocalisés dans le sud global, donc ils sont amenés à faire le tri dans du contenu en ne connaissant pas toujours le contexte culturel des images en question. Donc, il y a cette question-là. Mais en même temps, moi, je pense que cette question-là souligne, c'est surtout, ça touche à l'enjeu de la déqualification massive du travail avec ça. Vous avez ici des outils qui sont présentés comme très sophistiqués, tout ça, mais en réalité, ils cachent derrière des armées de travailleurs qui exécutent des tâches très, très simples, souvent qui n'ont pas besoin, qui ne nécessitent pas c'est du cheap labor c'est du cheap moderne. labor moderne. Et le point là-dedans, c'est quand on regarde les grands modèles de langage comme ChatGPT ou comme d'autres, en fait, tous ceux qui nécessitent, Claude, Anthropic, n'importe quoi, qui nécessitent l'interaction des utilisateurs, c'est que sans le savoir, nous tous participons aussi à l'entraînement de ces modèles-là. Nous aussi, on fait du cheap labor. On fait du cheap labor en recevant aucun sou de ça. Ah non. Et moi, je suis une nature un peu pessimiste, là, évidemment, mais moi, ce que je crains un peu là-dedans, c'est qu'ils se produisent un petit peu la même chose à plus grande échelle que ce qui s'est passé dans les bureaux d'Henry Ford lorsqu'il a réfléchi à son modèle de chaîne de montage et de la Ford Model T. Pour prendre l'exemple, c'est-à-dire vous aviez une automobile, vous aviez besoin, je sais pas, je dis ça, c'est un nombre théorique, mais d'une centaine d'ouvriers spécialisés, donc très qualifiés, des experts métiers, qui œuvraient à fabriquer cette automobile-là. Et le principe de la chaîne de montage, de la décomposition en tâches simples, c'est que vous prenez l'expertise de ce groupe-là, d'une centaine d'ouvriers qui travaillent sur l'automobile. Vous décomposez tout leur travail en peut-être 1000, 2000 tâches. Et ensuite, vous engagez, au lieu d'engager un ouvrier spécialisé, vous allez engager, je sais pas moi, 100, 200, 1000 travailleurs qui vont exécuter une tâche simple toute la journée.
De sorte que lorsqu'une fois que vous avez capté ou que vous avez aspiré les connaissances et les compétences de vos experts métiers, à la suite de ça, vous allez avoir besoin juste de gens qui n'ont aucune qualification et vous allez les payer une fraction du coût. Et moi, je crains un peu qu'à chaque fois que nous interagissons avec, par exemple, ChatGPT, nous lui livrons des connaissances que chaque utilisateur a, des compétences que chaque utilisateur a, et qu'éventuellement, ben ça, c'est une espèce de pompe à savoir et à à compétences, et qu'éventuellement, que ces modèles-là aient plus besoin de l'expertise, de la spécialisation accumulée de chaque utilisateur qui ont été accumulés avec après une scolarité, par exemple, après des formations professionnelles, et qu'on en vienne à être remplacés de cette manière-là, au même titre que les ouvriers spécialisés des usines Ford ont été remplacés. Oui, puis entre-temps, il y en a qui en souffrent. Là. Il y avait un bon reportage à Radio-Can, vous avez sûrement Radio-Canada, vous avez sûrement vu ça, là, où on voyait des click workers, à quoi ça ressemblait. On avait des personnes qui faisaient du tri, comme tu disais, du contenu. Est-ce que c'est violent ou pas? Fait que là, la façon de faire, c'est simple. Là, pour montrer une IA, ça prend une rétroaction humaine. Fait que là, on prend des vidéos, on montre ça à un humain. Est-ce que c'est trop violent ou pas? À un moment donné, l'humain, il dit, ah oui, effectivement, ça, c'est trop violent. Ça, c'est trop violent. Ça, c'est trop violent. Puis là, on lui montre des vidéos comme ça. Puis éventuellement, on prend ses réponses, puis on va les transférer pour qu'une IA soit capable de faire le même genre de geste. Mais entre-temps, il y a un humain qui a vu pas mal de vidéos très, très violentes puis qui est traumatisé de tout ça. Là. Donc ça fait partie des enjeux qui accompagnent. Et on peut se douter aussi que l'humain qui est exposé à ce type de contenu-là ne reçoit pas le soutien psychosocial. On leur souhaite. Qui serait payé par son employeur. Probablement que si vous êtes click worker au Canada, il y a des normes qui encadrent tout ça, mais si vous êtes ailleurs dans le monde, ça se peut que les normes soient différentes. Puis je suis pas sûr qu'il y ait un bureau de psy dans tous ces lieux. Prochaine question. Il reste 2 questions. Question 11. Cet appel peut être enregistré à des fins de formation. Justement, à quoi sert l'IA dans les centres d'appel? Option 1. Ça sert à détecter des émotions, prédiction de la satisfaction. Option B, fournir en temps réel des informations aux conseillers. C, prédire le délai d'attente et modéliser les durées de service. Et D, toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Véro, est-ce que tu savais que quand tu appelais ton assureur préféré, tu avais ce genre de contrôle-là? Je ferais peut-être un petit ajout à ta question. Là. D'ailleurs, c'est écrit cet appel peut être enregistré à des fins de formation et d'amélioration du service. Hein? D'habitude, il y a il ajoute ça maintenant. Hein? Puis amélioration du service, ça veut dire c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on améliore votre service en utilisant des modèles puis en faisant de l'intelligence artificielle pour toutes ces réponses-là. Il y a des endroits où on est content, hein, quand même, fournir de l'information en temps réel aux conseillers, puis prioriser, être capable de prédire les appels, par exemple, pour qu'il y ait suffisamment de personnel dans le centre d'appel pour répondre aux questions quand vous avez une catastrophe naturelle. Il y a une inondation, justement, on parle d'un assureur, là, il y a une grosse inondation, une rivière qui déborde, faut être capable de prédire quand même le nombre de personnes qu'on met dans ces centres-là. Ça, c'est le fun. Mais parmi les choses où je me demande si ça vaut vraiment la peine d'investir, là, détecter les émotions. Il me semble que la personne qui est en train de parler au téléphone là, est capable de détecter l'émotion de la personne encore plus qu'il y a. Je suis pas sûre de voir à quoi ça nous sert de faire ça, vraiment. Là, parlant de choses peut-être si on sent de l'impatience, on lui fournit des outils, si on sent de la colère, je sais pas. Oui, mais il est capable la personne qui répond au téléphone est capable de détecter ça. Probablement que moi, je le vois comme il détecte des émotions puis il fournit de l'information au fur et à mesure. As-tu quelque chose là-dessus? C'est aussi l'émotion de la personne qui travaille. C'est pas juste l'émotion de la personne qui appelle. C'est aussi l'émotion de la personne. Il y a un certain encadrement. Si on n'est pas de bonne humeur un jour, on est bête, ça peut nous revenir parce que le système va le détecter. Puis là-dedans, il y a toutes les questions de jusqu'à quel point ça fonctionne, cette affaire-là. Parce que tout à l'heure, je le disais, hein, un chat puis un chien, on sait très, très clair qu'est-ce qui est un chat, qu'est-ce qui est un chien. Entre impatient et patient,
C'est quoi quand est-ce qu'on peut dire que la personne est patiente ou pas patiente? Donc, même dans la mesure de l'information qu'on cherche à prédire, il y a une erreur. À partir du moment où il y a une erreur comme ça dans la mesure, une variabilité, je dirais plutôt, dans la mesure de ce qu'on cherche à prédire, les chances que l'IA réussisse très, très bien sont plus faibles. Il y a plus de chances qu'il y ait des problèmes de biais, de discrimination, de toutes sortes de choses. Je pense que c'est, pour l'instant, en tout cas, le genre de choses qui crée plus... Puis là, je vais vraiment avec une opinion éditoriale. Non, mais je pense que présentement, c'est quelque chose qui crée plus de problèmes que ça en règle. Oui, mais c'est intéressant de voir tout ce que ça fait aussi. Mais c'est vrai, je l'avais pas vu, ça, Julie, que ça pouvait servir à analyser non seulement les appels en question, mais l'appelant en question, la personne qui est en train de travailler. Puis, à la limite, peut-être intervenir auprès de cet appelant-là. Si on le sent, ben, il est irrité, puis il élève le ton. Non, on ne doit pas faire ça envers un client. On intervient, on lui met peut-être de l'information à l'écran. Ben, ce serait peut-être le temps que tu dises à l'autre personne, ben, je vous transfère à mon patron. C'est peut-être le bon moment pour le faire, celle-là. Là. OK. Dernière question. On va conclure avec cette question. Elle est facile. Il y a des experts ici, c'est toujours... intéressant. On a fait le tour juste avant des expertises dans la salle. Puis je suis toujours surpris à quel point nos experts et nos auditeurs sont... c'est ça, ceux qui sont dans la salle, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont là. C'est souvent un auditoire très, très érudit et très connaissant en matière d'intelligence artificielle. Dernière question. Émile est tout en haut. Bien en avance et en plus, il est en feu. Je ne vais pas vous dire de spoilers, mais ça se peut que ça se finisse très bien pour Émile. Trouvez l'intrus, à part ChatGPT, nommez un système d'IA. Option 1, Lovelace. Il y a un intrus. Lovelace, Gemini, Claude, Grok. Lequel de ces quatre n'est pas un système d'IA? Lovelace était la bonne réponse. Gemini, c'est du côté de Google. Claude, c'est du côté d'Anthropic. On en entend plus souvent parler. Grok, du côté de M. Musk et son Twitter X en ce moment. Sylvain, c'est quoi, de quoi tu vas me parler? Des errances de Grok, peut-être? Non, ben en fait, je trouvais que il y aurait beaucoup à dire, mais je trouvais que la question, ça permettait de poser la question plus large de l'utilisation des grands modèles de langage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on l'utilise? D'abord, quand ces outils-là sont déployés sur le marché, je veux dire, il y a une intention derrière. C'est-à-dire, on a pensé à un type d'utilisation, mais après ça, comment c'est reçu de l'autre côté, qu'est-ce que les gens en font, ça c'est une autre histoire. Et ça m'amène un peu à un livre là, que moi j'aime beaucoup, je sais que dans le podcast j'en ai déjà parlé, mais qui s'appelle Apocalypse cognitive de Gérard Bronner, qui est un sociologue, qui parlait de la question du temps de cerveau disponible. Et il disait que ce temps de cerveau disponible-là, aujourd'hui, dans les années 2020, avait été multiplié par 5 depuis 1900. Ce qui correspond à 17 années de vie aujourd'hui. Et la question qu'il posait, c'est comment on utilise ce temps de cerveau disponible-là. Et il disait, si on l'utilise pour apprendre, pour s'informer, pour découvrir, pour cultiver sa curiosité, ou d'un autre côté, est-ce qu'on va prendre ces 17 années-là pour se divertir? Je sais pas, moi, par exemple, pour regarder des vidéos de chats toute la journée. Pour scroller toute la soirée. Là, des fois, ça se finit comme ça. Là. Je m'excuse, Jean-François. Je sais que tu as beaucoup d'affection pour les chats. Je m'en excuse, mais je suis allergique. Alors, je ne peux pas m'empêcher de frapper sur les chats à chaque fois que je peux. Ah ouais, une drôle d'expression, là. Sur le plan symbolique, bien sûr, évidemment, je ne maltraite pas de chat ici. Peut-être que sur mes vidéos, pas sur Grok, mais sur TikTok, je le fais. C'est ça ton compte finalement, on va le trouver comme ça. C'est Dark Vador. Et là où ça m'amène, c'est que je lisais récemment un article que j'ai vu passer c'est toi, Jean-François, qui en a parlé sur LinkedIn. C'est qui questionnait un peu la romance avec les modèles, les grands modèles de langage. Et en fait, il y avait une synthèse sur différentes statistiques, je vais vous les mentionner ici. On y apprenait que 28,16% des adultes américains affirment avoir au moins une relation intime ou amoureuse avec une intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, on est presque au tiers.
Ensuite de ça, vous avez plus de la moitié des Américains qui déclarent entretenir une forme de relation avec un système d'IA. Là, ce n'est pas précisé si c'est relation amicale, amoureuse, professionnelle. Ensuite de ça, on apprenait que ChatGPT est la plateforme d'IA numéro 1 avec laquelle les adultes disent avoir une relation, suivie par Alexa qui est en 3e place, Siri en 4e et Gemini en 5e. Mais je trouvais ça intéressant, ce sondage-là, parce que justement, on voit un peu une utilisation de ça. Mais quand on regarde ChatGPT, par exemple, à la base, lorsqu'on regarde l'argument de vente, de diffusion, qu'on écoute parler Sam Altman, c'est pas à ça qu'il pense. Je veux dire, c'est pas à avoir une relation amoureuse ou à servir de coach de vie ou de psychologue personnel, sa machine qu'elle a été pensée. C'est un outil de travail à la base. Et on peut se questionner sur quels seront les effets à long terme de l'utilisation à des fins de divertissement ou de psychologie sociale de ces outils-là. Parce que en fait, lorsque ces systèmes d'IA-là deviennent le reflet des informations des utilisateurs que les utilisateurs leur livrent, de l'interaction que l'on fait avec ces machines-là. Alors, je veux dire, si on l'utilise à des fins professionnelles, presque exclusivement, ou si on l'utilise à des fins de relations intimes, c'est pas la même machine que vous allez avoir. D'un côté, vous allez avoir un gros calinours ou un coach de vie ou je sais pas quoi comme itération. Et alors que d'un autre côté, vous n'aurez pas de philosophe ou de scientifique ou d'aide professionnelle. Donc, ça pose cette question-là. Et on s'est questionné jusqu'ici beaucoup sur les risques de désinformation, en fait, les biais qu'il pouvait avoir sur le plan de la vérité, de la connaissance, sur les faits avec les médias sociaux, etc. Mais on ne s'est pas questionné avec les grands modèles de langage sur la suraffection envers les systèmes d'IA. Quels seraient les effets sociaux à long terme de ça? Et je trouve que cette enquête-là est un questionnement de départ assez intéressant. Je veux dire, est-ce que ChatGPT est en train de devenir une espèce de coach de vie adapté, personnalisé, alors qu'on l'a pensé comme outil professionnel? On l'a vraiment pas conçu pour ces raisons-là. Moi, de mon côté, pas beaucoup de relations avec les... Je dirais que j'ai une relation conflictuelle, même, je m'amuse à écouter, plus une confidence comme ça, je vous fais à la toute fin. J'écoute des vidéos de robots qui tombent, puis qui se font mal, puis que j'ai tellement du plaisir à regarder ça, là, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai pas trouvé l'équivalent pour l'intelligence artificielle, mais regarder comme ça, ces robots-là, tomber, puis faire des grands écarts. C'est de la robophobie. Robophobie. En tout cas, c'est de la mot robot à amusement. Je sais pas s'il faudra trouver un terme pour nommer tout ça. Écoutez, on va conclure. Avant de conclure, peut-être nos gagnants. Sur le podium du quiz IA Café, en 3e place, on a Julien L qui est là. Mathieu B en 2e position. Et tout en haut, qui d'autre? Émile Grégoire, parce que je savais qu'elle est... Il y a Mathieu aussi en 4e position. Et je l'ai échappé. Mille Secrets, qui est en 5e position. Bravo aux grands gagnants. Tiens, je vais fermer le... Est-ce qu'on se laisse la petite musique? On pourrait se laisser la musique pour conclure. Ce sera tout pour cet épisode d'IA Café, pour ce caout. Merci au public présent. On vous invite à aller visiter l'exposition à la sortie. Ça s'appelle « À l'heure de l'IA ». Une expo conçue et promue par l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Une chance que je l'avais écrit. Julie Goulet-Kennedy, c'est ça? Oui, c'est ça. Sera là pour vous accompagner. Merci, Julie. Merci à vous. Merci aussi à mes collaborateurs, Véronique Tremblay, merci. Merci. Et Sylvain Munger, merci. Merci à vous autres. Merci aussi à l'Obvia pour son soutien financier. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Prenez soin de vous. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Bye bye!